Lorsqu'on évoque l'écurie Williams, on pense d'abord au passé, à ses heures de gloire dans les années 90 et 80, au titre de Jacques Villeneuve, Alain Prost, Nigel Mansell, ou même ce plus lointain, de Keke Rosberg à Nelson Piquet. Mais plus récemment, et même si Williams est encore bien loin de son glorieux passé, l'équipe britannique est en train d'écrire un nouveau chapitre de son histoire. Un chapitre pour le moment très positif quand on prend en compte où ils en étaient il y a encore quelques saisons. Et honnêtement, c'est un chapitre qu'on n'avait pas forcément vu venir. C'est simple, en l'espace de 7 courses cette saison, ils ont déjà marqué 51 points. Bien sûr, c'est encore loin des écuries de devant, mais quand on connaît leur histoire récente, c'est certainement une vraie satisfaction pour eux. En 2024, ils comptabilisaient seulement 17 points. En 2023, c'est 28. Et seulement 8 en 2022. Si l'on fait le calcul, on se rend compte qu'en 7 Grands Prix de 2025, ils ont quasiment égalé ce qu'ils avaient obtenu les 3 dernières années combinées. L'écurie, aujourd'hui 5e au championnat constructeur, s'est imposée comme la référence du milieu de tableau. Et elle est même capable de jouer des mauvais tours aux écuries de pointe lorsque les circonstances s'y prêtent. On l'a vu successivement à Imola et à Miami. En ce moment, ils sont meilleurs que Ferrari en qualification. Et même en rythme de course, ils n'ont parfois rien à leur envier. Alex Albon et Carlos Sainz forment aujourd'hui l'un des duos les plus intéressants de la grille. Et la FW47 semble avoir des ressources insoupçonnées. Et alors que tous les yeux sont rivés sur la bataille entre Verstappen et les McLaren, eh bien j'avais envie de les mettre en avant aujourd'hui. Parce que eux et leurs fans qui attendaient ça depuis si longtemps le méritent. Alors comment expliquer cette transformation? Qu'est-ce qui a changé chez Williams? Et surtout, peuvent-ils maintenir ce niveau de performance sur l'ensemble de la saison? Parlons-en les amis. Mais avant tout ça, rappelons-nous que jusqu'à très récemment, Williams étaient les rois du crash. Logan Sargent, Franco Colapinto, etc. Mais les mécaniciens réussissaient toujours à maquiller ces accidents, avec beaucoup de brio. Et vous savez quoi? Il peut vous arriver la même chose lors de l'achat de votre prochaine voiture. Sauf si bien sûr, vous décidez d'utiliser Car Vertical avant votre achat. Car Vertical vous permet d'obtenir un rapport détaillé sur l'historique du véhicule que vous souhaitez acheter. C'est ultra simple. Il vous suffit d'aller sur leur site, d'entrer la plaque d'immatriculation ou le numéro VIN du véhicule, et hop, vous savez tout sur l'histoire de cette magnifique Twingo. Avec Car Vertical, zéro surprise au moment de l'achat. Historique des accidents, compteur trafiqué, kilométrage réel, vous saurez tout. Exemple, si le véhicule a été volé dans l'Union Européenne, ou que cette BMW qui semble absolument impeccable cache en fait un crash digne de Nicolas Latifi, eh bien Car Vertical va utiliser sa base de données ultra costaud pour vous retrouver tout ça. La cerise sur le gâteau, si le rapport du véhicule que vous souhaitez acheter est vide et n'affiche rien, eh bien les crédits vous sont automatiquement remboursés. Et en plus, avec mon code personnalisé PADOC, vous obtenez 20% de réduction sur votre prochaine vérification chez Car Vertical. Comme d'hab, toutes les infos sont en description ou en commentaire épinglé. Merci à Car Vertical de m'avoir accompagné aujourd'hui. Commençons par comprendre l'origine de ces bonnes performances, qu'on pourrait presque qualifier de miracle. Oui, de miracle. Parce que même James Vowles ne s'attendait pas à un tel début de saison. Souvenez-vous, fin 2024, le patron de Williams nous expliquait qu'ils allaient sacrifier 2025 pour mieux préparer la révolution technique de 2026. Une stratégie risquée qui ne paie pas toujours. Mais ce qui est certain, c'est que Sainz et Albon s'attendaient à s'offrir tous les week-ends. Et pourtant, leur monoplace, la FW47, s'est révélée être une monoplace bien plus compétitive que prévu. C'est Alex Albon lui-même qui l'a confié. La voiture est plus rapide que ce que leur simulateur prédisait. Et ça, ce n'est pas rien quand on y pense, parce que généralement, il y a un peu une sorte d'effet inverse en Formule 1. Souvent, les équipes manient la langue de bois pendant les présentations des monoplaces, ou pendant les essais d'avant-saison. Soit pour rassurer leurs supporters, alors que la performance sera mauvaise, soit pour cacher leur performance auprès des autres équipes. Mais Williams a toujours été plutôt transparent quant à ses ambitions. Il pensait vraiment que la monoplace allait sous-performer. Et finalement, elle est largement au-dessus de ce qu'ils attendaient. Mais comment expliquer cette métamorphose technique? D'abord, et c'est sans doute le plus important, Williams a réussi à atteindre le poids minimum réglementaire de 800 kg dès le début de saison. Ça paraît basique, je sais, mais l'an dernier, leur voiture était en surpoids, et ça leur coûtait environ une demi-seconde au tour. Vowles a expliqué que leur processus de fabrication était tellement mauvais qu'ils produisaient des pièces plus lentes que ce qu'ils souhaitaient, pour que la monoplace soit prête à temps. Ça les a handicapés toute la saison, et visiblement, ils ont réussi à régler ça cette année. Deuxièmement, ils ont adopté une suspension arrière à poussoir, comme Mercedes. Ils ont changé leur philosophie de développement, avec succès. Ils s'alignent sur la philosophie de leurs partenaires techniques. Et ça crée une certaine cohérence dans la conception. Troisièmement, le comportement de la monoplace a radicalement changé. Albon nous explique qu'elle est beaucoup moins nerveuse, plus prévisible, et beaucoup moins sensible au vent. L'an dernier, on les voyait souvent partir à la faute sans trop d'explications. Et aujourd'hui, les pilotes peuvent pousser beaucoup plus facilement, trouver les limites, et surtout être constants d'un circuit à l'autre, ce qui explique leur excellent début de saison. On s'aperçoit qu'ils sont particulièrement performants dans les virages à haute vitesse. On l'a vu à Miami. À ce niveau-là, Ferrari et Mercedes étaient en grande difficulté. Et la Williams, quant à elle, se promenait presque. Tout ça, c'est le résultat d'un gros exercice de modernisation qui a été opéré par James Vowles.
Quand il a débarqué chez Williams, il a été choqué par les méthodes de travail. Il avait presque l'impression de débarquer dans un vieil épisode de The Office, tant le matériel datait des années 2000. Volz a convaincu Dorilton Capital, les propriétaires, d'investir massivement dans la modernisation des infrastructures. Le département aéro a été complètement revu, pareil pour la soufflerie, et il y a surtout une bien meilleure communication entre les différents départements. Volz parle souvent d'une accumulation de petits détails, et c'est ça qui leur permet de jouer dans le midfield plutôt que dans le bas de tableau aujourd'hui. Mais si Williams peut se battre pour les points aujourd'hui, c'est aussi grâce à un duo de pilotes performants. À ce niveau-là, il ne faut pas se mentir. Avoir 2 pilotes de haut niveau, ça change absolument tout pour une écurie de milieu de tableau. Et ces dernières années, leur duo était particulièrement déséquilibré, avec Latifi, Sargent et même Colapinto. Aujourd'hui, on a 2 pilotes qui se qualifient régulièrement en Q3. À Miami, ils étaient 6e et 7e sur la grille, à seulement 3 dixièmes de la pole position. Et ça, c'est un résultat fantastique pour Williams. Ça leur permet de marquer des points à chaque course, contrairement aux années précédentes. Alex Albon avait forcément une petite pression au moment de l'arrivée de Sainz dans l'équipe. Pour la première fois depuis son retour en F1, il allait devoir se mesurer à un pilote de premier plan, vainqueur de Grand Prix récemment. Et beaucoup imaginaient que Sainz allait rapidement prendre l'ascendant et devenir la figure de proue de l'équipe. Mais Albon a répondu présent, et même largement au-delà des attentes. Il a déjà marqué 40 points en cette course, et c'est vrai qu'il a bénéficié de conditions favorables parfois, comme en Australie. Mais malgré ça, il est clairement dans le meilleur moment de sa carrière. Et pour l'instant, il nous prouve que son patron a vraiment eu raison de lui faire confiance. De son côté, Carlos Sainz vit une adaptation un peu plus délicate. C'est normal, il débarque de Ferrari où tout est différent. Mais malgré cette période d'adaptation, Sainz a réussi à briller, surtout en qualification, où il mène les débats face à Albon. Et même en course, il est capable de faire du très bon boulot. Alors Sainz n'a pas connu un début de saison parfait, il a commis quelques erreurs. Il n'a pas forcément été verni aussi. Par exemple, ce week-end d'Imola, il aurait sans doute dû finir top 6, mais il a été la victime d'une stratégie assez malchanceuse. Tout de même, on sent qu'il gagne confiance week-end après week-end. Il reste sur 3 grands prix consécutifs dans les points, et ça va aller en s'améliorant, assurément. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Albon lui-même a reconnu que l'équilibre au sein de l'équipe a changé. Avant, il bénéficiait d'un traitement préférentiel, et ça c'est lui qui le dit, parce qu'il était clairement le pilote numéro 1. Aujourd'hui, il estime que les pilotes sont traités d'égal à égal. Même niveau d'information, même accès aux évolutions, et même considération dans les stratégies de course. Et ça, c'est justement ce qui fait la force de ce duo. 2 pilotes qui se tirent mutuellement vers le haut, sans politique interne, qui veulent juste que la voiture aille vite. C'est essentiel pour une équipe comme Williams, qui est en reconstruction. S'ils parviennent à retrouver le haut de tableau, ce que je leur souhaite, cette stratégie devra sans doute évoluer. Mais pour une équipe de milieu de tableau, c'est parfait pour le moment. Cette dynamique positive entre les 2 pilotes est absolument cruciale, parce que Williams risque de ne pas développer beaucoup la voiture cette saison. Pour tirer le maximum de cette monoplace, ils ont besoin de 2 pilotes expérimentés, qui poussent dans la même direction. Williams est donc la belle surprise de ce début de saison. Mais la question qui se pose désormais, c'est s'ils sont capables de maintenir ce niveau de performance. Ou alors est-ce qu'on va assister à un feu de paille, qui va s'éteindre progressivement, tel Aston Martin en 2023 par exemple. La première chose à dire, c'est que Williams est la première équipe à avoir stoppé son développement en 2025. C'est en tout cas ce qu'affirme le Medias The Race, qui nous dévoile que l'intégralité de leurs ressources sont tournées vers 2026 depuis au moins un mois. Concrètement, cela signifie que leur soufflerie ne travaille plus du tout sur la monoplace actuelle. Seules les évolutions déjà en cours de développement, ou celles qui peuvent être réalisées sans passer par la soufflerie, arriveront sur la voiture cette saison. Ça les amis, c'est un pari extrêmement audacieux, qui ne leur garantit pas de maintenir cet avantage sur le reste du milieu de tableau. Inutile de vous dire que ça crée un vrai dilemme en interne. Par exemple, Carlos Sainz exprimait de certains regrets à Miami, alors qu'il s'est retrouvé à 3 dixièmes de la pole position. Il explique qu'il voit clairement 2 ou 3 domaines où la voiture pourrait faire un très grand pas en avant, si elle était développée. Mais James Holz est intransigeant à ce niveau. Ils ne vont pas dévier de leur stratégie, quelles que soient les performances actuelles. Et honnêtement, je pense que c'est la bonne chose à faire. La priorité de Williams, c'est de construire une équipe capable de gagner à long terme. Et dans tous les cas, même s'il mettait le paquet en termes de budget cette saison, est-ce qu'il pourrait vraiment faire mieux que 5e au classement? C'est très peu probable. Ferrari, Mercedes, Red Bull et McLaren resteront au-dessus malgré tout. Il y a un écart structurel bien trop important pour qu'ils puissent les rattraper. Pour les pilotes, ça signifie une chose. Il faut marquer un maximum de points dès maintenant, pendant que la voiture est compétitive. Alex Albon l'a dit, il y a une énorme pression sur eux pour capitaliser sur ces premières courses. Et on comprend pourquoi. Ferrari, Mercedes et même les écuries derrière eux vont apporter des évolutions. Et ce n'est pas sûr que leur voiture conserve cet avantage compétitif. Seulement, terminer 7e ou 8e au constructeur, ce n'est pas la même chose que 5e financièrement parlant. S'ils réussissent à conserver cette position, ça pourrait leur offrir un joli billet supplémentaire, qu'ils pourront injecter dans les prochaines réglementations. Et en conséquence, ça boosterait leur chance de venir jouer dans le haut de tableau, leur objectif annoncé. Du coup, il faut réussir à maintenir ce niveau en 2025 tout en privilégiant 2026. Et ça, c'est sacrément compliqué.
Ce qui est vraiment encourageant pour l'avenir, c'est de voir que le projet Williams prend forme plus rapidement que prévu. S'ils réussissent à obtenir ces résultats avec une voiture pas très bien développée, imaginez ce qu'ils pourront accomplir en 2026, avec une voiture conçue sous la nouvelle réglementation. Le chemin est long, et ce n'est pas certain qu'ils réussissent ces transitions vers ces nouveaux règlements, qui sont très compliqués pour n'importe quelle écurie. Mais si l'on se concentre sur ce qu'on voit aujourd'hui, ils peuvent se satisfaire de voir redonner un tout petit peu d'honneur à cette écurie légendaire. Même si évidemment, pour eux, les objectifs sur le long terme sont bien plus élevés qu'une 5e place au constructeur. Wolff vise des victoires en 2027 ou en 2028. Et pour la première fois depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe, les efforts opérés en coulisses commencent à porter leurs fruits en piste. La saison est longue, les défis pour rester à ce niveau sont nombreux, mais l'avenir semble sensiblement plus radieux qu'il y a quelques mois. Je ne sais pas vous, mais j'ai hâte de voir la suite. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. La question du jour les amis est simple, est-ce que vous pensez que Williams va réussir à se maintenir à ce niveau? Dites-moi tout ça et je lirai ça attentivement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément en termes de référencement et de visibilité sur YouTube. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.